Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, la liste maudite, le show dédié aux films qui vont trop loin. Ce soir, qu'est-ce qu'on a? On a des Yetis, on a des loups-garous romantiques, des sorcières lesbiennes cannibales, on a un film espagnol de Paul Naski, lequel on s'en va voir la bande-annonce. Et dans la nuit, on entendra leur hurlement diabolique. Mes hommes sont très superstitieux. Ils refuseront d'aller à Karakora. Quel mystère renferme le légendaire Tibet? Quels horribles démons terrorisent des hommes qui n'hésitent pas à jouer leur vie? Des hommes qui, effrayés, demandent par leur danse séculaire protection à leur Dieu contre les esprits du mal. Dans les griffes du loup-garou. Karakoram est une terre d'hommes féroces et cruels dont les lois sont la violence et le crime. Larry, je ne vois pas les cadavres de Mélodie, ni du professeur. Dis-moi, où les ont-ils emmenés? Au palais de Sekarkan. La mort est la fin la plus miséricordieuse pour qui se trouve prisonnier dans les cachots du palais de Sekarkan, où une femme, belle et féroce, soumet ses victimes aux tortures les plus raffinées. J'ai vu le cadavre du messager. Je sais que ce n'est pas un loup qui l'a tué. Mais c'est toi. La terreur, l'érotisme et les aventures unissent le spectateur et les personnages dans un climat hallucinant. Dans les griffes du loup-garou. Le Yéti, l'être mythique des montagnes du Tibet, affronte l'homme-loup dans une lutte bestiale et diabolique. Paul Nashi, dans une création géniale de l'homme-loup, avec Grace Mills, Sylvia Solar et une distribution de grands acteurs. Je ne connais qu'un remède à ton mal. Un remède? Lequel? Il existe une plante magique dont les fleurs ont une belle couleur rouge. Et les pétales, mélangés au sang d'une jeune femme saine, peuvent guérir ceux qui, comme toi, ont été un jour contaminés par les démons de Karakoram. Amour. Action. Et terreur. Dans les griffes du loup-garou. The Werewolf and the Yeti.
Alright, La Maldición de la Bestia, un film espagnol de 1975, aussi connu sous le nom de Hall of the Mountain King dans sa version censurée, Horror of the Werewolf dans son titre pour la télévision, Night of the Howling Beast, The Curse of the Beast et en français, Dans les griffes du loup-garou. C'est un film qui est sorti en 75 en Espagne, mais on a fallu attendre jusqu'en 1967 pour le voir aux États-Unis. C'est un film qui est réalisé par Miguel Iglesias, plus de 39 films qu'il a réalisés entre 1942 et 1988, tous espagnols, donc quasi inconnu aux États-Unis. Pourtant, un vétéran du cinéma espagnol, sa carrière a commencé assez haut et il s'en est suivi par contre une chute libre jusqu'à son décès avec des films comme Tarzan, pour finir avec des films de porno softcore, on n'y échappe pas. Nous ne pouvons plus rien pour lui. Il est décédé en fait le 7 mars 2012 à l'âge de 96 ans à Barcelone. Les démons nous détruiront. Mes hommes sont partis. Ils étaient devenus fous de peur. Le scénario, par contre, est par Paul Naski, qui joue aussi le rôle principal dans le rôle de son personnage fétiche, Valdemar Daninski, mais on va y revenir. Il y a aussi Mercedes Molina, qui a joué dans Exorcismo aux côtés de Naski, et un film aussi appelé L'Orgie. Pas grand-chose d'autre. On a Sylvia Solar qui a fait au moins 86 rôles un peu partout en Europe, à jouer dans Terreur cannibale, Le baiser du diable, une couple de vampires, des drames érotiques, quelques comédies diversifiées. On a... je pense que ça se prononce Gil Vidal, une vingtaine de rôles, surtout grâce à son cul. Marianne de ma jeunesse, Inquiétude dénudée, Scheherazade, La tricheuse, Péché de jeunesse, Les filles de nuit, Charmant garçon, on voit le genre. Il y a aussi Luis Induni, 204 rôles. Moi, son nom ne dit rien du tout, mais 200 rôles, mais c'est ça, c'est parce que c'est tout du cinéma espagnol. Il a fait de tout, beaucoup de western, de l'aventure, de l'action. Il apparaît aussi dans Exorcismo, aussi aux côtés de Paul Naski. Il y a Joseph Castillo Escalona, 41 rôles, surtout de la télé espagnole par contre. Ventura Oller, lui aussi, de la télé espagnole. Véronica Miriel, même chose. Fait que tu sais, on les connaît pas, c'est du monde de TV espagnol, puis comme on est ici, ben on va parler de celui qui nous intéresse, et j'ai parlé de Paul Naski. On va faire une petite bio rapide, c'est quand même intéressant pour ceux qui connaissent pas l'acteur, le personnage. C'est un personnage éminemment sympathique et véritable connaisseur de cinéma d'épouvante. Paul Naski, alias Jacinto Molina Alvarez de son prénom, est né en 1934 et décédé en 2009. Associé surtout à son personnage de Valdemar Daninski, alias El Hombre Lobo, il a joué tous les monstres du répertoire, dont beaucoup de vampires, beaucoup de loups-garous. C'était son monstre préféré. Il a fait des films comme Le Grand Amour du Comte Dracula, Les Vampires du Docteur Dracula, Les Furies des Vampires, L'Empreinte de Dracula, Dracula contre Frankenstein, Night of the Wolfman, qui est supposément un film perdu à jamais. Le réalisateur René Govard est décédé dans un accident de voiture avant de terminer le film. Ça sortira pas, c'est un film disparu. Il a réalisé aussi La Vengeance de la momie, Fury of the Wolfman, Dr. Jekyll and the Wolfman, une centaine de rôles. Il en a scénarisé 43 qu'il a lui-même acté, se mettant en vedette dans tout ce qu'il a écrit. Naski a grandi à Madrid, en Espagne, et a eu ses premiers rôles au cinéma, surtout à cause de sa carrure. Il était un grand athlète dans sa jeunesse, vedette de son équipe de soccer au collège. Il est même devenu lutteur pour finir champion des poids légers de l'Espagne en 1958, quand même. Naski a fait son apparition à une époque où le cinéma d'horreur espagnol était quasi inexistant. Il a appris en copiant les grands classiques, comme les classiques de la Hammer. Si vous voulez mon avis, le fait qu'il soit connu et surtout
causé par l'incroyable quantité de films cheap d'horreur qu'il a fait par simple refus de s'en aller faire autre chose. C'est pas qu'il est mauvais, mais disons que c'est un personnage qui a opté pour la quantité plutôt que la qualité. Il reste tout de même un icône important de l'horreur espagnole, je dirais même le roi de l'horreur espagnole, nommez-moi un autre. C'est quand même beaucoup causé par le fait qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ils sont très peu nombreux. Puis je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'ai jamais eu peur de d'autres acteurs espagnols. J'ai jamais fait de cauchemar avec Penélope Cruz ou Antonio Banderas, mais ça, c'est moi. Ce soir, on va avoir droit à son plus grand rôle, mais surtout le plus récurrent, Valdemar Daninsky. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 1968, il a écrit son premier long-métrage, La Marca del Hombre Lobo, et il a été obligé de jouer le rôle de Daninsky après le retrait impromptu du grand acteur Lon Chaney Jr. Il a finalement joué le rôle de l'aventurier loup-garou dans plus de 12 films par la suite. Je pense qu'il a joué pratiquement tous les monstres de la Hammer. Il a fait La Momie, Jack l'Éventreur, Dracula, le Bossu de Notre-Dame, le monstre de Frankenstein, le fantôme de l'opéra. Il les a tout fait. C'est un grand fanatique du cinéma de la Hammer. Pour plus d'informations sur Nansky, je vous suggère la lecture de son autobiographie qui est sortie en 1997, intitulée « Les mémoires d'un loup-garou ». Mais le synopsis du film de ce soir, donc, qu'est-ce que c'est? C'est Valdemar, l'aventurier renommé, se joint à une expédition pour trouver le Yéti dans l'Himalaya. En escaladant la montagne, il est kidnappé par 2 nymphètes cannibales démoniaques, gardiennes d'un temple bouddhiste, et devient leur esclave sexuelle. Elle le transforme en loup-garou alors qu'il s'échappe dans la montagne où il tombe sur des bandits. J'ai même pas tout dit. Dans la série des Valdemar Daninsky, Dans les griffes du loup-garou est le 8e, la suite de El Retorno de Valpurgis, a.k.a. The Return of Valpurgis ou Curse of the Devil ou l'empreinte de Dracula ou Return of the Werewolf. Ces films-là ont toujours 10 000 titres, c'est ridicule. Et la suite étant Retorno de l'Hombre Lobo qui a aussi réalisé lui-même, excusez-moi. C'est pas le pire de la série, mais c'est pas le meilleur non plus qu'on va se taper ce soir. N'empêche, c'est un film honnête, délaissant le climat gothique de ses précédentes aventures. C'est plutôt une exploitation inspirée des bandes dessinées ou des serials rétro américains. Vous allez reconnaître beaucoup de codes et de clichés. C'est un gros melting pot. Le film débute avec Silla, un aventurier en mission au Népal qui tente de trouver l'abominable homme des neiges. Il va le trouver et ne reviendra pas de sa mission. Toutefois, on trouve son journal, de même qu'un scalp de vrai Yéti. C'est le cuir chevelu d'un Yéti. En compulsant les notes de Newman, tout porte à croire qu'il l'a probablement aperçu aux environs de Karakoram. C'est une région totalement inhospitalière. Le professeur, ça c'est hilarant, le professeur qui étudie les trouvailles saute assez rapidement aux conclusions en rétorquant « Aucun doute, ce scalp de Yéti est authentique. C'est un chercheur, on estime qui sait de quoi il parle. » C'est pareil pour moi, hein. À chaque fois que je trouve une grosse boule de mousse qui traîne derrière la toilette, moi, tout de suite, je saute aux conclusions. Ça provient d'un monstre vieux de 2000 ans, aucun doute. Cette boule de poils de monstre est authentique. Beaucoup d'éléments typiques de série B dans le film de ce soir. Le repère de bandits dans la montagne, le sage reclus dans la montagne qui a réponse à tout. On a les expériences sanglantes de la tortionnaire sadique Vandessa, qui rappelle beaucoup Ilsa la Louve des SS. Vandessa, tu es un véritable démon. Je ne peux pas te vaincre. Mais aussi un seigneur de guerre chinois à la Fu Manchu, ça finit plus. On a le loup-garou romantique, le Yéti et les sorcières nymphomanes cannibales, etc. Vous allez en spotter plein si vous êtes un fan de comic book ou de vieux serial retro. Si j'ai pas mis l'accent à bonne place, as-tu vu? Ah ouais, c'est bien le fun. Ça fera des bloopers.
La violence est quand même très cartoonesque. Il y a une scène qui rappelle beaucoup Cannibal Holocaust, en fait, et son célèbre empalement. Sauf qu'ici, même empalée, la victime est toujours vivante et elle a le temps de placoter avec Daninsky de façon tout à fait cohérente. C'est toi. Tue-moi. Par pitié, je t'en supplie. C'est pas très crédible et même plutôt drôle, vous l'admettrez. Malgré un scénario qui est sans surprise, il se passe tellement d'affaires qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ajouterais même que c'est une très bonne parodie. Pourtant, c'était pas le but du réalisateur, mais ceux-là, on les aime. C'est un conte moralisateur, en fait, selon Daninsky. Hein? Le message étant, si j'ai bien compris, si vous faites du mal aux femmes, vous serez mangé par un loup-garou. Qu'on se le tienne pour dit, vous direz pas que je vous avais pas averti. Hein? Une petite anecdote en passant comme ça, là, il y a un des personnages dans le film qui s'appelle Larry Talbot. Ce nom a été pris dans le film de Wolfman. C'est le du personnage interprété par Lon Chaney Jr. C'était un des idoles de Paul Naski. Mais parlons un peu de sa censure, sa distribution. Pourquoi il est sur la liste des Video Nasties? On se le demande parce que qu'est-ce qu'il fait dans cette liste-là à côté de titres pas mal plus offensants? Il y a plusieurs titres comme ça qu'on se demande comment il s'est ramassé là. Les effets spéciaux sont trop comiques et peu convaincants pour que ça offusque qui que ce soit, malgré leur petit côté quand même sanglant et grotesque. L'époque, peut-être, je sais pas. Je peux comprendre que les scènes de gore ont pu offenser. Peut-être une grand-mère qui aurait loué ce petit film-là au club vidéo. Un petit film de loup-garou pour son petit-fils qui est en visite, là, puis a vu les espèces de nymphomanes cannibales là, cracher du sang de partout. More than a third of all children under the age of 7 have seen a video nasty. That's one of the findings in a study of video violence published today by a group of MPs, peers and churchmen. The really ultra-violent videos which are having such a damaging effect on young people. I mean, do you think that videos are a contributory factor towards that? Does it increase the level of violence? Yes, of course. Some children you see playing in the streets and they're pretending to be not so much the gladiators, but people who've murdered on films. They don't play Donald Duck in the street, do they? It's all shooting and killing each other. And all drugs. My sister's, she's got 3 boys between 7 and 10, and they say, Mum, can we go and get a video? Give her the card and they can come back with any tape they want to watch. And you think that should be, of course, against the law? Oh, yeah. Tout de même, on aura droit à un empalement, de la torture, une victime qui se fait éplucher la peau du dos pour une transplantation. Fait que la ligne est mince entre le crédible et whatever, que c'est crédible ou pas, c'est trash, faut censurer ça. Je sais pas, c'est dur à dire. Je vois pas ce qui a attiré tant que ça l'attention des censeurs, sinon que les scènes sont pas assez bien réalisées pour créer quelconque polémique. Néanmoins, le film a grandement profité de cette publicité gratuite. Il en est devenu un film culte avec les années, mais surtout à cause de sa rareté et le fait qu'il est sur la liste des Video Nasties. Hein. Donc, la première sortie VHS est sortie en avril 1983 par Canon. Il a été banni le 8 août 1984 et n'a jamais été retiré de la fameuse liste. Est-ce que c'est parce qu'il n'a jamais été réenvoyé? C'est possible. Il n'a jamais été redistribué par après, donc introuvable au Royaume-Uni. La VHS bannie de Canon est extrêmement rare. On peut en trouver peut-être 1 ou 2 copies sur Internet si on est chanceux, mais les prix débutent à 100$ au minimum. Donc, si vous avez cette VHS à la maison, là, faut pas la laisser entre votre cassette du 6e sens puis Pulp Fiction. Là, vous tassez ça de là, vous la mettez dans un beau boîtier sous vide, là, gravé à la main. Là,
vous cachez ça quelque part parce que sinon je vais trouver où c'est que vous habitez. Mais sinon, si vous voulez me la vendre une 20aine de piastres, allez-y, hein, je suis preneur. Un film qui est sorti en salle aux États-Unis, donc en 1977 seulement, par Independent International Pictures sous le titre Night of the Howling Beast. Ensuite, s'en est suivi une distribution VHS sous le même titre qui a été distribué aux États-Unis par Super Video, mais il y a eu une grosse distribution avec la petite histoire de polémique des Video Nasties. Ça n'a pas fait long feu, ce qui fait que cette copie-là est moins rare, mais est quand même rare, moins de valeur en fait. Finalement, c'est un bon petit film sympathique qu'on a à soir, à qui on excuse des maquillages un peu convaincant puis des effets spéciaux un peu démodés pour son temps. L'histoire semble complètement ridicule, mais n'est-ce pas ce pourquoi on aime le cinéma d'exploitation, pour ces histoires complètement rocambolesques et ridicules? Et que tu ne l'utilises que pour rassasier tes plus bas instincts. On a des vampires, des loups-garous, un yéti, de la torture, de la nudité, de la violence gratuite. Le duel final annoncé dans le titre anglophone, The Werewolf and the Yeti, manque un peu de grandeur par contre. Ça arrive à la fin du film, dans les dernières 5 minutes. On dirait deux jeunes qui chamoient pour des bonbons le soir de l'Halloween. Le Yeti qu'on voit pratiquement pas du film tombe par hasard face à face avec le loup-garou. Ils se battent de façon très brouillon et même si l'obscurité masque la pauvreté des grimaces, ça rend la scène très peu palpitante parce que oui, je pense qu'ils ont manqué de budget, il y avait plus d'éclairage. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de prise de courant dans les montagnes, je le sais pas. On dirait que c'est la dernière scène qu'ils ont tournée puis il y avait plus une scène là. Mais malgré ces failles, c'est quand même un très bon divertissement pour les fans d'horreur et d'exploitation à saveur de fiction pulp 50s. Même si c'est pas un chef-d'œuvre, je vous jure que vous aurez pas le temps de vous ennuyer. Puis on y pardonne ces petits accrochages. Il ne faut pas désespérer. On va avoir du fun quand même à soir. Surtout les fans de comic book d'horreur. On dirait qu'il y a une histoire tirée tout droit des magazines tels que Weird Tales ou Tales from the Crypt, des trucs comme ça, tirés des années 70. Je vous rappelle que si vous voulez voir les photos, la bande-annonce ou seulement échanger sur le sujet, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Video Nasties, la liste maudite, ou vous pouvez m'écrire à predge@douteux.org. Revenez-nous la semaine prochaine. On va avoir un bon petit film sympathique ce soir. Attendez-vous pas le plus de gore que vous allez... Mais c'est quand même intéressant. On va avoir du fun. Je vous souhaite un bon film. On s'en va regarder Dans les griffes du loup-garou. Bonne soirée. Je veux que tu ne perdes rien du spectacle auquel tu vas assister maintenant. Aucun démon ne résiste à son pouvoir fascinant.